intercommunauté, et puis tu sais ce que tu m'avais dit tout à l'heure, les petites embrouilles qu'il peut y avoir si jamais tu fais pas partie du quartier. Donc tout ça, tu parles un peu des rapports entre les communautés différentes. Les communautés, les rapports des communautés d'abord dans les quartiers. Ce qu'il faut souligner déjà, parce que le rapport des communautés dans les quartiers, il faut que ça rentre dans le même cadre que le rapport du racisme en France. Parce qu'on a souvent tendance à parler de racisme blanc, noir, blanc, arabe et compagnie. Ce qui fait que souvent c'est le français face à l'étranger, à l'immigré ou à celui-ci d'un autre pays. En fait, moi, j'appelle pas ça du racisme. En France, moi, personnellement, pour moi, il y a très peu de racisme. Je vais me faire comprendre, hein, parce que c'est vrai que là, quand on parle de racisme, ça va direct viser le blanc et le mec face à lui. Mais en fait, moi, je parle jamais de racisme parce qu'en fait, ce qui se passe en France, c'est que c'est le choc des cultures, en fait. En fait, en France, depuis des années, on vit ce qu'on appelle un choc de culture qui a été provoqué par un système en place. Ça veut dire qu'à un moment donné, on parle de racisme blanc, noir, blanc, arabe, mais on oublie que dans nos propres quartiers respectifs, on a vécu aussi ce racisme-là entre nous. C'est-à-dire que nous, entre les Noirs et les Arabes, je vais prendre ce cas-là parce que c'est le cas que j'ai vécu personnellement, entre les Noirs et les Arabes, pendant 15 ans, on s'est embrouillé, on s'est tiré dessus, on s'est battu, on a montré beaucoup plus de racisme entre nous dans notre quartier que face aux Blancs. Ce qui fait que, en fait, ça part de populations qui n'étaient pas prêtes à vivre ensemble, en fait. Ce qui fait qu'on a un système qui a un jour décidé de mélanger des peuples, de mélanger des histoires, de mélanger des cultures, et les peuples n'étaient pas prêts, sans consulter personne, en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, ni le Français de souche qui vivait dans son pavillon de Montfermeil, ni le Congolais qui est arrivé, ni l'Algérien, ni le Marocain n'a demandé à un moment d'être là, de vivre avec l'autre. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a été imposé. On nous a parqués dans les ghettos. Le Français qui vivait là, on ne lui a pas demandé d'accueillir des étrangers. Et quand on nous a laissés là, on nous a dit, débrouillez-vous maintenant, apprenez à vous connaître. Mais personne n'était prêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand je prends l'histoire d'un Congolais, moi je suis Congolais d'origine, quand je prends l'histoire d'un Congolais, disons, arrivé à Montfermeil, c'est un Congolais chrétien qui arrive dans une ville qui est à 80% habitée par des Français et des Arabes. Ça veut dire que lui, quand il arrive, avec sa manière de vivre, sa culture, ça veut dire que lui, il parle plus fort que les autres, mais c'est parce que chez lui, c'est comme ça qu'il vit. Quand lui, il arrive, il mange ça, mais c'est parce que depuis qu'il vient de chez lui, c'est comme ça qu'il vit. Quand dès qu'il y a un peu de soleil, il fait ses barbecues à l'extérieur, il invite tous ses amis, il met de la musique forte, mais c'est parce que dans son pays, c'est comme ça qu'il vivait. On ne peut pas enlever, en fait, comment dire ça, on ne peut pas enlever un instinct de chasse à un lion au bout d'une génération ou de 2 générations. C'est-à-dire qu'il a mangé de la viande pendant des siècles, des millénaires. C'est pas au bout d'1 ou 2 générations parce qu'il est élevé par un homme qui va arrêter de manger de la viande. Et c'est pareil pour l'être humain. Tu ne peux pas dire à un Congolais qui vient d'arriver de ne plus être Congolais parce qu'il est en France. Mais le problème, c'est que ce Congolais, il arrive face à une communauté qui était déjà là, mais qui vit différemment de lui. Et lui, et cette communauté-là, quand elle la voit vivre, elle ne la comprend pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, la communauté qui l'accueille n'était pas prête à l'accueillir en fait. On lui a imposé. Et ce moment d'adaptation qui a duré des décennies, 10, 20 ans, voire, bah, ça a été des moments où, malheureusement, on n'en parlait peut-être pas dans les médias, mais il y a eu des événements de fou. Ce qui fait que les communautés entre elles, elles se clashaient, mais avec une force. Les gens n'imaginent même pas. Ce qui veut dire que dans Paris, les gens ne savaient même pas ce qui se passait dans nos banlieues. Or que nous, on se tirait dessus, à coups de fusil pour de vrai. Parce que telle communauté n'acceptait pas ce que notre culture, notre mode de vie, nous non plus, nous n'acceptons pas parce que, en fait, nous ne les connaissons pas. Nous n'étions nous aussi pas prêts à vivre avec eux. Et c'était ça. En fait, c'est une histoire de choc de culture. C'est-à-dire que l'homme blanc, pareil. Nous sommes arrivés dans ces quartiers, ils sont tous partis. Parce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas prêts à nous accueillir. Ce qui fait qu'en gros, moi, limite, je leur en veux même pas. C'est pour ça que moi je ne parle pas réellement de racisme, je parle plus de choc des cultures. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas prêts, les gens n'ont pas été consultés, les gens n'ont pas voté. Il n'y a pas eu de référendum pour que les Français disent ok, nous on veut qu'il y ait tel étranger qui vienne dans nos rues, dans nos villes, dans nos quartiers. Donc voilà. J'ai une question, est-ce que tu peux donner des exemples d'embrouilles entre communautés, des exemples, des histoires un peu?
Bah, disons, si je dois prendre l'exemple, déjà c'est la nôtre, hein, comme je dis, hein, c'est disons de nous en tant que Congolais bon, je vais bien me faire comprendre. Parce que c'est vrai que je prends souvent le terme, je prends souvent Congolais. On va faire les choses chronologiquement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a, disons, la communauté maghrébine qui arrive en France dans les années 50. Elle occupe déjà les cités. Voilà. Après, on a la communauté, les premières communautés noires qui arrivent. Et dans ces premières communautés noires, en fait, on a les Sénégalais, les Maliens. Et eux, quand tu remarques bien, géographiquement, ils venaient s'installer aux portes de Paris, dans les foyers, Montreuil, porte de Clignancourt, le 18e et compagnie. Et tu as les communautés comme les Congolaises, les Camerounaises, les Ivoiriennes, qui font partie aussi des premières communautés afro à arriver en France, qui, elles, en fait, préféraient s'enfoncer dans les banlieues à cause des papiers, souvent. Parce qu'ils fuyaient justement la police. Et eux, l'idée d'être près de la capitale, ça voulait dire être confronté souvent à la police. Donc on préfère aller fuir à l'intérieur des banlieues. Mais le truc, c'est qu'à l'intérieur des banlieues, ils y trouvaient en fait les communautés étrangères qui étaient là depuis longtemps, comme les maghrébines, marocaines, algériennes, qui étaient en fait, eux, déjà dans Paris, dans les banlieues et même dans certaines provinces. Même certains avaient déjà métissé, on dira, leur famille avec quelques blancs et compagnie. Ce qui fait que nous, les communautés comme les nôtres, congolaises, camerounaises, ivoiriennes, antillaises aussi, il ne faut pas oublier, qui nous sommes à majorité chrétienne. Quand on arrivait dans ces quartiers et que les communautés, et qu'on se retrouvait face aux communautés maghrébines qui, elles, étaient musulmanes, il y avait un choc des cultures, il était énorme. Ça veut dire que nous, comme je disais tout à l'heure, on a un mode de vie. Ça veut dire que nous, dès que c'est l'été, il fait beau, on sort nos barbecues, en fait. On réunit, en fait, on appelle les amis, parce qu'en fait, on a envie de reproduire, en quelque sorte, cette ambiance qu'on avait au pays, en fait. Ça veut dire que ça nous réchauffe un petit peu le cœur, parce qu'on se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas trop, on essaie de l'apprendre. Donc, on réunit un petit peu les amis, les frères, tous ceux qui sont un petit peu éparpillés. Et pendant l'été, en fait, on se réunit autour de repas, on boit, et puis on s'amuse, on danse. Mais le problème, c'est quoi? C'est que face à des musulmans qui, eux, ne mangent pas de porc, ne boivent pas d'alcool, quand ils voyaient ça, ça posait problème. C'était pas leur mode de vie, c'était pas leur façon à eux de vivre. C'est-à-dire que quand eux, ils nous voyaient faire ça, déjà qu'ils n'étaient pas prêts à nous voir, pas prêts à vivre avec nous, et en plus vous nous ramenez tout votre tintin. Je ne vais pas te mentir, il y avait des clashs, mais énormes. Comment ils te faisaient savoir, par exemple? Ah ben c'était direct, hein. C'était direct, ça veut dire que pendant les festivités, bah, tu avais une bande d'Arabes qui arrivait, et puis voilà, qu'est-ce que vous foutez là? Et puis ça partait en clash. Ça n'hésitait pas à tout balancer, et voilà. Et ce qui se passe, c'est que souvent c'était les enfants des parents maghrébins qui étaient arrivés, qui faisaient justice en quelque sorte, d'après eux, pour leurs parents, mais eux, ils le faisaient à nos parents. Tu vois, ce qui veut dire que... Ce qui fait qu'eux, ils le faisaient à nos parents, nous. Ce qui fait qu'en gros, ils ne faisaient pas de demi-mesure. Donc, à un moment donné, nous aussi, enfants de parents agressés, quand on commençait à prendre de l'âge, ben nous aussi, à un moment, on a pris les armes, il fallait se défendre. Ce qui fait qu'on a vécu dans un quartier où, pendant des années, juste pour vivre dans le quartier, il fallait se battre. Et ce n'était pas du racisme. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, le racisme anti-blanc, pour moi, il n'existait pas, quoi. Je ne parlais pas de racisme anti-blanc. Dans mon propre quartier, les Arabes, j'avais déjà plus la rage contre eux que contre les Blancs. Ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, moi je pense que c'est le même schéma qu'avec les Blancs, dont on dit racisme anti-blanc ou blanc raciste des étrangers. Moi je pense juste que c'est une histoire de choc de culture, une histoire de peuple qui n'était pas prêt à vivre ensemble. C'est tout. Alors j'ai une question, est-ce que tu peux essayer de me dire, à ton avis, quelle est la cause de tout ça, et du coup montrer un petit peu en quoi les politiques gouvernementales ont influé là-dessus, plus que ce que tu disais du français. Moi, je peux répéter s'il te plaît? Quelle est la cause? Qui a organisé, on va dire, ce choc de culture? Pour moi, c'est un projet gouvernemental, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est le système. On sait que tout se passe après la guerre, ce qui fait qu'après la guerre, on reconstruit la France. D'ailleurs, il faut rectifier, hein, la France n'a pas été reconstruite par les étrangers, comme on aime le faire croire. C'est les Français eux-mêmes qui l'ont reconstruit.
Par contre, ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu la guerre après 1945, les étrangers ils arrivent réellement que dans les années 50 et 60. La France était déjà à moitié refaite. Ce qui se passe, c'est que la France a fait venir des étrangers en masse pour faire tourner sa croissance, pour que la croissance de la France prenne un super rythme. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand les étrangers sont arrivés, les premiers à venir les chercher, c'était qui? Citroën, Renault et compagnie. Parce que dire tu viens, mets une croix si tu ne sais pas signer, mets une croix mais tu vas travailler, t'inquiète pas. Parce que là, on avait besoin de main-d'œuvre pour faire tourner l'économie, pour être compétitif face à tous les autres de l'Europe, parce qu'on rentre dans le capitalisme à fond. Tu vois. Donc les étrangers, en vrai, le vrai but des étrangers en France, c'est ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont... La cause, c'est le système, c'est tout. C'est le système capitaliste. Il avait besoin de petites mains, d'ouvriers pour travailler, pour faire tourner sa croissance à toute patate. C'est tout ce qu'il a, et c'est tout. Ce qui fait qu'il a fait venir des communautés qui n'étaient pas prêtes à vivre ensemble dans des cités dortoirs. Apprenez comme vous pourrez, mais tout ce qu'on veut, c'est que vous veniez bosser. Que vous vous tiriez dessus le soir, on s'en fout. Vous venez bosser la journée, c'est tout ce qu'on vous demande, parce que la société, il faut qu'elle tourne, il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on vende des bagnoles, il faut qu'on fasse tourner nos sociétés, c'est tout. Pour moi, c'est qu'une histoire de ça, c'est du business. Je pense que c'est bon. C'est super, T'as envoyé du... Ah ouais, c'était hyper intéressant.